Et ça y est, c'est parti pour une nouvelle journée au Café Littéraire. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Javier Cercas. Merci beaucoup. Enchanté d'être avec toi encore ce matin. Moi aussi. On va démarrer le Café Littéraire sans Maët, mais elle est là. Aujourd'hui, elle est étonnante spectatrice et non plus étonnante animatrice ce matin, mais à 10h30, elle sera là avec nous. Et on continuera la journée ensemble. Et on a une petite demi-heure, Javier, pour ensemble parler de tes livres, essentiellement du dernier, Indépendance, qui est sorti chez Actes Sud. Je vais faire un petit mot de présentation quand même. Tu es né en 1962 dans la province de Cáceres, mais tu es catalan d'adoption, on va dire, peut-être, parce que tu y habites depuis 4 ans, l'âge de 4 ans. Et tu as fait des études de philologie à l'université de Barcelone. Tu pars aux États-Unis un moment travailler à l'université de l'Illinois. Tu écris tes premiers livres là-bas. Tu deviens professeur de littérature espagnole à l'université de Gérone, donc en Catalogne. Tu es écrivain, traducteur. Tu es chroniqueur régulier dans le journal El País, particulièrement pour parler finalement de la Catalogne, de Barcelone au reste du pays, on va dire. Et puis, tu es un grand lecteur. Tu découvres à 15 ans Borges, qui t'inspire et qui te permet de commencer l'écriture. Mais tu es aussi devenu l'ami de Roberto Bolaño, dont il faut rappeler qu'il a vécu à Barcelone à la fin de sa vie. Il est mort à Barcelone et que tu avais rencontré et qui t'avait encouragé dans l'écriture. Tu as écrit une dizaine de romans, vraiment remarquables et salués immédiatement par la critique, traduits dans plus de 30 langues. Il concerne essentiellement l'histoire espagnole, et plus particulièrement la guerre civile en Espagne, qui pour toi est vraiment plus qu'une source d'inspiration, un endroit où tu reviens sans cesse et qui te nourrit à la fois intellectuellement et d'un point de vue littéraire. Le premier livre dont on se souvient et par lequel on t'a découvert en France, c'est Les Soldats de Salamine, qui était sorti en 2002 chez Actes Sud dans la traduction française. Un récit comme une recherche historique menée par un journaliste sur un épisode de la vie d'un personnage, d'un événement. Tu as un événement réel de la guerre civile espagnole, mais tu en fais un roman. Il y a eu aussi À la vitesse de la lumière, Anatomie d'un instant, Les lois de la frontière. La dernière fois qu'on s'était vu, nous, on s'est vu beaucoup sur des festivals, des événements littéraires, et puis même ici à Saint-Malo. C'était L'Imposteur, il y en a eu d'autres après, mais L'Imposteur, je me souviens bien de ce livre, parce que c'est un peu aussi le symbole de ce que tu fais, c'est-à-dire c'est inspiré de la vie réelle, de l'histoire réelle, mais c'est aussi de la fiction. Et là, c'était l'histoire d'un personnage, Enric Marco, qui a vraiment existé, mais qui a fait de sa vie une fiction, justement, qui s'est présenté lui-même comme un antifranquiste, un antifasciste, et même une victime de la Shoah, de la politique concentrationnaire des nazis. Et tout ça, c'était un tissu de mensonges qui a été révélé. Et toi, c'est un personnage qui t'a fasciné dans cette espèce de vie construite uniquement sur de la fiction. Et là, tu as entamé depuis 4 ans, peut-être, 3-4 ans, une nouvelle série qui est une série policière. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce que finalement, tous tes livres précédents sont un peu construits comme des enquêtes, déjà. Et en même temps, là, c'est comme si tu t'attaquais directement au genre policier. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on parle du contenu des livres, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que tu te dises, après tout, je fais des polars depuis longtemps, et si j'en faisais des vrais? Oui. Oui. D'abord, je dois m'excuser parce que mon français, c'est très, très, très pauvre. Je le parle en espagnol, mais heureusement, il y a une personne qui le parle encore pire que moi, que c'est Rafa Nadal. Je l'ai vu hier. Oui. Vous savez, avec ces livres, vous l'avez dit très bien, pour commencer, il faut dire que j'écris toujours des romans policiers, en fait. Borges disait que Borges, vous avez appelé le grand écrivain argentin, disait que tous les romans sont des romans policiers. Je suis d'accord avec lui. Au moins, tous mes romans et tous les romans que j'aime sont des romans policiers, dans le sens dans lequel dans tous, il y a une énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cette énigme. Et c'est ça
l'essence du genre policier. Mais vous avez raison, ces livres, Terra Alta, c'est-à-dire ça c'est une trilogie. La dernière s'appelle Indépendance, la première s'appelle Terra Alta, mais en fait, sont 3 livres différents et un seul roman. Ça, c'est mon idée. Oui. Et il y en a un troisième qui arrive. Exactement, qui vient d'être publié en Espagne, en Italie. L'année prochaine sera publié en français. Et oui, dans ces romans, c'est plus clair l'atmosphère policière, parce qu'il y a un flic, qui c'est le protagoniste, et il y a un cas qu'il doit résoudre dans tous les deux, etc. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé une chose très importante, c'est-à-dire je voulais, à un certain moment de ma vie, je voulais, et de ma vie littéraire aussi, je voulais me réinventer comme écrivain. C'est-à-dire trouver un nouveau écrivain dans moi-même. C'est-à-dire, j'écris les romans précédents à Terra Alta s'appelait Les Monarques des Ombres. C'était un livre très important pour moi parce que c'était sur ma famille. Ma famille était du côté trompé de l'histoire. Ma famille était franquiste. Les héros de ma famille étaient un jeune écrivain, ma famille n'était pas riche, était pauvre, du sud de l'Espagne, de l'Extremadura, à côté de la frontière portugaise. Mais le héros de ma famille, entre guillemets, était un jeune homme qui, à 17 ans, a parti à la guerre. À 19, est mort à la bataille de l'Èbre, que c'est la bataille plus importante, pas seulement de la guerre civile, mais de toute l'histoire de l'Espagne. Et pour ma mère, qui en fait c'est la protagoniste de ce livre, un peu, de Monarque des Ombres, lui était un héros, vraiment. Il était le jeune homme qui allait à la guerre pour défendre la patrie, la famille, la religion, tout ça. Alors, pour moi, ça a été une histoire très importante. Je voulais toujours écrire un livre sur ça. Ma famille avait été du côté trompé de l'histoire. Cet homme qui luttait pour le franquisme était les héros de ma famille. Alors, j'ai fini ce livre. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai eu une certitude que je n'avais jamais eue. C'est-à-dire, ce livre était la fin de quelque chose que j'avais commencé. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ouais. C'est-à-dire, quelque chose que j'avais commencé avec les soldats de Salamine, et qui avaient des choses en commun. L'histoire était très importante. Il y avait des livres qui étaient autofiction. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'autofiction. À ce moment-là, n'existait pas la parole. Et bon, il y avait des romans sans fiction, romans où il n'y avait pas de fiction. Alors, j'avais l'impression que si je continuais par le même chemin, le risque était terrible. C'était le risque de se répéter, de devenir un imitateur de moi-même. Quand un écrivain fait ça, il est mort, absolument, parce qu'il ne peut pas dire des choses nouvelles. Et alors, ce que je voulais, c'était ça, c'est me réinventer, me rébeller contre moi-même comme écrivain, découvrir dans moi-même un écrivain différent. Et les résultats c'est cette trilogie. C'était un risque, évidemment, mais un écrivain qui n'écourt des risques n'est pas un vrai écrivain, selon moi. En même temps, il y a un lien entre le dernier, Les Monarques de l'Ombre, et cette série, là, puisque Terra Alta, c'est la région où justement s'est déroulée cette bataille, la bataille sanglante de la bataille de l'Èbre. Donc il y a quelque chose, donc ça opposait les forces républicaines et les insurgés nationalistes, entre juillet et novembre 1938. Donc toute cette région-là, elle est encore un peu nourrie de ce passé qui n'est pas si vieux et qui n'est pas du tout digéré. Et là, dans le premier tome, qui s'appelle Terra Alta, on découvre effectivement, il y a une enquête policière, il y a d'abord un affreux fait divers, il y a un couple des époux Adèle qui sont très âgés, qui sont découverts dans leur maison, déchiquetés, sauvagement assassinés. Et donc il y a une enquête, et le personnage qui mène l'enquête, c'est Melkor. Qui est un personnage mystérieux. Et le livre va à la fois enquêter en quelque sorte sur ce crime, mais aussi sur Melkor. C'est comment ce personnage qui a fait de la prison, qui a déjoué un attentat terroriste, comment on découvre petit à petit qui il est. Et Melkor, il a été transformé en quelque sorte grâce à un co-détenu, quand il a fait de la prison, qui lui a fait lire Les Misérables. Ça s'appelle Les Français. Le français. Le français s'appelle. On va retrouver le français, on va le trouver dans l'Indépendance. Parce que c'est français, oui. Non, effectivement, tous les romans, je voulais écrire un roman seulement. C'est-à-dire, avec Terra Alta, je voulais écrire un roman, mais quand j'y arrivé à la fin du roman, j'ai dit non, c'est pas la fin.
je dois écrire encore plus. Je crois non, je suis sûr, j'ai tombé amoureux de ce personnage. C'est un personnage très spécial, c'est la vérité. C'est un personnage, il est né dans le quartier plus dur de la Barcelone métropolitaine. Sa mère est une prostituée, il ne connaît pas son père. À 18 ans, effectivement, il est dans une prison à Barcelone, est accusé, condamné pour avoir travaillé pour un cartel de narco colombien à Barcelone, etc. C'est un personnage très dur, c'est un personnage très obscur, c'est un personnage... Bon, il est né comme ça, plein de fureur, plein d'obscurité, plein de désir de vengeance, de haine, etc. De toutes ces choses que nous avons tout ça. Jos Bataille disait, ça c'est la part maudite, notre part maudite. J'avais ça dans moi-même, profondément. Et j'insiste ça, nous avons tout ça. Qui n'a pas ça, c'est pas un être humain, c'est un menteur ou une machine, mais pas un être humain. Et Melchor, c'est comme ça. Quelqu'un a dit de lui, il est un bon, mauvais flic. Et je suis d'accord, comme Don Quichotte était fou et était lucide en même temps, il est essentiellement contradictoire, comme nous tous. Et oui, ce qui les définit un jour, ce qui définit ces personnages, il y a beaucoup de choses, mais une, c'est la littérature. C'est un livre comme d'autres grands, comme des grands livres, non, comme Don Quichotte, comme Madame Bovary, plein de littérature. Cet homme vraiment sauvage, barbare, un jour, par hasard, en prison, à cause de cet homme qui s'appelle le Français, il est vraiment, on le connaît comme le Français parce qu'il est français, il est en prison espagnole, mais il est français. Il est un personnage énorme, il a tué sa femme et l'amant de sa femme, mais bon, c'est un lecteur, et un jour, Melchor, qui veut, en un certain sens, être comme lui, un jour, à la prison, la bibliothèque de la prison, il est bibliothécaire, il découvre ce livre qui s'appelle Les Misérables. Il n'a jamais senti parler de ce livre, mais il commence, sa mère lui disait à lui, si tu veux être un misérable comme moi, n'étudie pas. Et alors, il se souvient de sa mère en lui disant ça, il n'a pas étudié, évidemment. Et il commence à lire ses livres et tout change. Il y a ce vers de Horace qui dit « De te fabula narratur ». L'histoire parle de toi. C'est ça exactement qui se passe avec les livres importants pour nous. Qui ne parlent pas d'une autre chose, parlent de nous. Melchor sent à ce moment-là que ces livres parlent de lui, que ces livres lui posent un miroir devant lui, lui dit qui est, que ces livres lui retournent sa propre existence qui était un peu perdue, lui découvre lui-même sa vocation de lecteur, sa vocation d'écrivain, de flic, etc., etc., etc. Je crois que pour que lecteur... Non, pardon, je suis sûr. Melchor, c'est le meilleur lecteur que je connais, sans doute. Sans doute. Pour lui, qu'est-ce que c'est la littérature? Avant tout un plaisir, comme le sexe, mais aussi une forme de connaissance, comme le sexe. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la littérature, je seulement veux lui donner mes condoléances, non? C'est ça la littérature. Pour lui, c'est ça la littérature vraiment, une forme de vivre plus fort, d'une manière plus complexe, plus intense, non, plus réel. Oui. Plus... Alors c'est étonnant. Alors il est tellement inspiré par Les Misérables qu'il aura une fille plus tard qu'il appellera Cosette, qu'on voit encore dans la suite. Mais bon, voilà, ça c'est sa vie personnelle qui est très importante dans Terra Alta. Dans Indépendance, celui qui vient de sortir en français, donc le deuxième, il est un peu plus installé dans son rôle de policier. Et en même temps, il continue à avoir cette image de flic un peu spéciale. Mais on fait appel à lui, quand même, pour une nouvelle affaire. Donc, on l'envoie à Barcelone et on lui demande d'enquêter avec une équipe sur une affaire délicate, puisqu'il y a une tentative de chantage qui est exercée à l'égard de la maire de Barcelone. Alors, ça ne se déroule pas aujourd'hui, hein, ça se déroule dans
quelques années, 2025 peut-être, hein, c'est pas très loin. Mais bon, c'est un petit futur quand même qui permet d'inventer des choses. Et donc la menace de révéler au public cette cassette porno, une sextape, fait que la mère fait appel aux policiers pour essayer de s'en sortir. Et en enquêtant, il découvre évidemment des choses extrêmement gênantes pour la haute bourgeoisie catalane, les élites politiques, les élites économiques, les calculs, les manipulations d'une caste. Il y a des choses vraiment qui ne sont pas du tout reluisantes. Et cette mère, elle a des débuts politiques qui étaient marqués par un engagement social plutôt ouvert, et puis elle est devenue peu à peu à prôner un discours très conservateur, ouvertement hostile aux étrangers. Donc ils l'aident, mais en même temps ils sont un peu gênés par cette... Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est... la manière dont finalement tu mêles quelque chose de quotidien, de contemporain. Tu t'es plus marqué par l'histoire précédemment. Là, on a l'impression que c'est même plus que du contemporain, c'est même presque futuriste. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça m'a fait penser aussi au livre de Manuel Vázquez Montalbán, La solitude du manager, qui est sorti il y a 40 ans, mais qui finalement était déjà dans cette même préoccupation de qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le pouvoir de l'argent, comment ça pervertit tout. C'était un objectif pour écrire ce livre? Non, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent et le pouvoir. J'aime beaucoup l'argent, en fait. Hein, mais nous tous, on sait parfaitement que l'argent et le pouvoir, c'est un instrument d'impunité. On le sait très bien, ça. Non? Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. C'est du commencement du monde. Non? Et oui, on a inventé dernièrement une chose très fragile et pas extraordinaire, mais les meilleures inventions qu'on a eues, qui s'appelle démocratie, qui sert précisément à lutter contre cette impunité du pouvoir et de l'argent. Et oui, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est pas un roman politique, mais il y a une dimension politique de ces romans, et c'est effectivement un roman plein de furie contre les élites toxiques, vraiment toxiques, catalanes, qui ont porté mon pays, la Catalogne, l'Espagne, à un moment énormément dur, 2017, c'est-à-dire à une atmosphère de pré-guerre civile, vraiment, comme a dit un historien pro-indépendantiste, mais c'était vraiment comme ça, un moment de pré-guerre civile, une atmosphère de pré-guerre civile, dans un lieu absolument privilégié et absolument, bon, dans l'Europe. Et oui, c'est un livre plein de ça, mais il faut dire que la littérature, c'est ce qui transforme le particulier en universel. Ce qui se passe dans un petit lieu, La Mancha, non, un petit village de la France, dans ce qui se passe partout. Alors, ces livres, on peut lire ces livres comme ça, comme un appel à l'insurrection démocratique contre ces pouvoirs qui sont, contre ces élites qui sont vraiment toxiques, qui travaillent avec l'impunité, qui veulent l'impunité et qui travaillent avec les mensonges, parce que les mensonges, c'est l'instrument essentiel du pouvoir. Non? Et notre métier comme citoyen, et comme, pour commencer comme écrivain, mais aussi comme citoyen, c'est lutter contre ces mensonges. L'Évangile dit la vérité vous fera libre. Ce que veut dire que le mensonge fait des esclaves. Alors oui, Melchior Marín, dans ses livres, pour moi, ces trois livres sont un seul livre, c'est l'histoire de Melchior Marín. Mais oui, dans ces livres, il se trouve qu'il doit retourner, il a trouvé en certain sens sa patrie, dans le vieux sens de la parole, dans le sens de Voltaire, de Cervantes, tout ça, a trouvé sa patrie dans la Terra Alta, ces lieux très petits, très pauvres, c'est une zone réelle de l'Espagne, de la Catalogne. C'est sa terre. Pardon? C'est sa terre. C'est sa terre, il a trouvé sa terre là. Il est de Barcelone, mais il a trouvé sa terre, sa famille, tout ça. Mais il doit revenir à Barcelone et il s'engage dans une enquête qui lui porte à découvrir vraiment les pouvoirs, tous ces pouvoirs qui étaient toujours là à Barcelone. Et cette élite, j'insiste, toxique, parce qu'ils sont toxiques. On a inventé
la démocratie pour lutter contre elle, pour les contrôler. Melchior utilise d'autres instruments, pas seulement la démocratie. Pas toujours très net. Bravo, exactement. Pas toujours très net. Et ça, c'est la question. Je crois que le sujet central de ces livres, pour moi, écrire un roman, tu sais, c'est formuler une question complexe de la manière plus complexe possible. Ça, c'est écrire un roman. Et ne pas la répondre. Oui, laisser la question. Nous, les romanciers, ont le droit, non, le devoir de faire des questions, mais pas les répondre, au moins de ne pas les répondre d'une façon claire, univoque, taxative. Notre réponse sont toujours polyédriques, sont toujours ambiguës, sont toujours contradictoires. Et la question centrale de ce livre, c'est ça. C'est est-ce que c'est légitime de la vengeance quand la justice ne vous fait pas justice? Est-ce que c'est légitime de prendre la justice dans mes mains? Ça, c'est légitime. Et évidemment, dans la vie réelle, ce n'est pas légitime, ça. Mais dans la fiction, c'est complètement différent. Tu fais une différence très nette entre l'insurrection pour une indépendance mal comprise et une insurrection pour la démocratie, en quelque sorte. Il faut se révolter pour arriver à plus de démocratie. Il faut refuser des lois pour arriver à peut-être exercer une loi plus importante qui est celle de la démocratie. C'est une question complexe. Non. Écoute, c'est-à-dire, la question c'est ça. Est-ce que ça c'est légitime, pour retourner à la question centrale, est-ce que ça c'est légitime de prendre la justice en ses propres mains? Et la réponse à la vie, c'est dans notre vie réelle, dans notre expérience, c'est non. On ne peut pas faire ça. Comme on dit, en vieille police à Terre Alta, dit qui ne respecte pas les formes de la justice ne respecte pas la justice. Je suis complètement d'accord. Nous sommes tous d'accord avec ça, parce que ça, c'est la civilisation. Mais dans la littérature, dans la fiction, ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire, je viens de dire, la fiction, c'est une forme de connaissance. Oui. Mais la connaissance de la fiction, ce n'est pas la connaissance du journalisme, ce n'est pas la connaissance de l'histoire, ce n'est pas la connaissance de la science. Ce qui fait la fiction, ce qui fait la vraie littérature, c'est exactement le contraire, en certain sens. C'est mettre en question notre certitude plus enracinée. C'est nous obliger à comprendre, à empathiser avec personnes, avec attitudes, avec idéologies que nous ne partageons pas. Ça, c'est nous faire sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort. Oui. Non? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la grande littérature? Bon, Richard III, disons, de Shakespeare, c'est un monstre, c'est un homme horrible, un assassin, tout ça. Mais on lit ses livres, on voit la représentation et on est de son côté. On comprend cet homme. On lit, je ne sais pas, Crime et Châtiment de Dostoïevski et on est avec Raskolnikov, le protagoniste, que c'est un homme qui a tué une femme. Oh, écoute, on voit The Godfather, le parrain, et on est avec Michael Corleone, avec Al Pacino, mais absolument de son côté. Et quand sa fille, à la fin du livre, mort dans ses bras, tu es complètement avec lui, tu pleures avec lui, tu sens compassion pour lui. Et cet homme, ce n'est pas seulement un monstre, il a tué il a tué énormément de personnes, mais il a tué même son frère. Mais tu es de son côté. C'est ce qui fait la vraie littérature. C'est-à-dire, j'espère que quand le lecteur finit ses livres, il est avec Melchior Marín, mais en même temps, il dit, est-ce que ça c'est légitime? Oui. C'est-à-dire, c'est ça qui nous enrichit de la littérature. Ne pas nous confirmer dans notre certitude, mais nous mettre en question notre propre certitude. Nous faire vivre des vies différentes, complètement différentes, et plus dures, et plus... Non? Et c'est ça la forme dans laquelle la littérature est utile. Je suis, pardonnez-moi, je suis complètement contre ces superstitions de notre temps qui dit que la littérature n'est pas utile. Complètement contre ça. Je crois que la littérature est énormément utile. Est-ce qu'il y a une chose plus utile que le plaisir et que la connaissance? Je ne la connais pas. Est-ce qu'il y a une chose plus utile que vivre de plus? Je ne la connais pas. Et la littérature peut nous faire vivre d'autres vies et peut nous faire comprendre
toute notre complexité. Et ça, c'est énormément utile. Mais si elle ne veut pas être utile, la littérature est utile. Si elle ne veut pas être utile, si elle veut être utile, elle devient propagande ou pédagogie. Et alors, arrête voilà. d'être littérature, elle arrête d'être utile. Alors, ça reste de la littérature. Ce n'est pas un discours politique, ça reste de la littérature. La série que tu as écrite, c'est de la littérature. Ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas un pamphlet. C'est des personnages qui existent. Ils existent tellement que tu as du mal à... C'est exactement le contraire d'un pamphlet. Voilà. C'est exactement le contraire du pamphlet. Oui. Il y a une scène, et on va terminer avec ça vraiment, que moi j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est un dialogue entre Melchor et puis un avocat qui est un de ses amis. Et il parle d'un certain Javier Cercas qui a écrit un livre qui s'appelle Terra Alta et qui raconte l'histoire qu'on a lue, nous, précédemment. Donc Javier Cercas, il apparaît régulièrement dans tes livres. Hein. On ne sait pas si c'est toi ou si c'est un personnage qui... Mais bon, il existe. Dans les romans, il existe. Et donc, l'avocat lui demande est-ce que tu veux faire un procès à ce Cercas là qui utilise ta vie. Et en même temps, donc il s'interroge, mais je crois qu'il dit bah non, pourquoi faire un procès. Et en même temps, ils sont en train de regarder un extrait de L'homme qui tua Liberty Valance. Et L'homme qui tua Liberty Valance, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais c'est une histoire qui est basée sur un mensonge, qui est basée sur une duperie. Et en même temps, cette histoire, elle fait toute la force et du film, évidemment, mais aussi de finalement où se trouve la vérité. C'est celle qu'on raconte, la vérité. Ce n'est pas seulement celle qui a eu lieu. Donc ce que tu fais, Javier Cercas, maintenant tu inventes un personnage, Melchor. Tu ne prends plus des personnages qui ont existé, tu as inventé ton propre personnage et ta vérité est plus forte. Peut-être. Maintenant. Oui, toujours c'est comme ça, doit être comme ça. C'est-à-dire la vérité de la littérature. La littérature et l'histoire vont à la recherche de la vérité, tous. Et la science, et le journalisme. Mais la vérité de la littérature, c'est différente de la vérité du journalisme, c'est-à-dire le journalisme, l'histoire vont à la recherche d'une vérité concrète, non? Précise, factuelle, qu'est-ce qui s'est passé dans certains lieux, à certaines personnes, en certaines circonstances. La vérité de la littérature, c'est pas comme ça, c'est une vérité morale, c'est une vérité abstraite, c'est une vérité universelle, va à la recherche de qu'est-ce qui se passe à tous les mondes, dans toutes les circonstances et dans tous les pays. Et normalement, elle va à cette recherche à travers, ça c'est la grande paradoxe, à travers d'une sorte de mensonge. Parce que la fiction, c'est une sorte de mensonge. Madame Bovary n'a pas existé. Mais à travers Madame Bovary, on arrive à une vérité essentielle. Nous tous sommes un peu comme Madame Bovary. Il y a là, dans cette insatisfaction totale, tragique de Madame Bovary, nous nous sentons tout. Nous découvrons tout. Elle jette aussi un mirage, un miroir devant nous. Non? Et c'est la grande paradoxe de la... Vous savez, la mensonge... Pardon, la fiction, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une chose qui se rassemble beaucoup, une mensonge. La parole, c'est très curieux ça, la parole mentiri, en latin, signifie en même temps mentir et inventer. Ça, c'est très curieux. Alors, voilà. Nous avons le droit, nous les écrivains avons le droit de faire cette sorte de mensonge pour arriver à une vérité essentielle. Complètement. Merci beaucoup, Javier Cercas. Indépendance. Merci à vous. Deuxième volume d'une trilogie. Terra Alta, c'était le premier. Le troisième va sortir l'année prochaine chez Actes Sud. On trouve tous tes livres chez Actes Sud. À bientôt.